Les dessous de la rencontre Poutine-Loukachenko, quand deux hommes forts dans leur pays se retrouvent, ils parlent bien sûr de leurs rivaux. Et on va se poser les 5 questions essentielles, le filigrane important sur cette rencontre, les indispensables de Quentin Bérichel. Bonsoir Quentin. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Alors, 5 enseignements. Le premier, c'est que cette rencontre concerne d'abord et avant tout peut-être Wagner. Oui, d'abord il faut le noter. C'est la première rencontre officielle entre les deux dirigeants depuis le putsch manqué et l'expulsion de Wagner hors de Russie vers la Biélorussie. Depuis un mois, les troupes de la milice ont installé leur camp de base près de Minsk, vous le voyez. Elles ont même commencé à entraîner les soldats biélorusses. Mais Alexandre Loukachenko l'assure, la milice n'est pas une menace, ni pour son pays, ni pour la Russie. Plus surprenant, il affirme même qu'il n'est pas question que Wagner soit une menace pour l'Occident. Écoutez. Нас начали напрягать вагнеровцы. Просятся на Запад, разрешите нам. Я говорю, вам зачем на Запад туда? Ну, и втихую мы же контролируем, что происходит. Ну, сходим на экскурсию в Варшаву и Жешув. Когда они воевали под Артемовском, они же знают, откуда шла военная техника. Конечно, я держу их в центре, как договорились, в Беларусь. Не хотелось бы туда их передислоцировать, потому что у них настроения плохие. Comprendre, circuler, il n'y a rien à voir. Alexandre Loukachenko veut montrer que désormais c'est lui qui contrôle totalement la milice Wagner. Alors, circuler, il n'y a rien à voir, mais le deuxième enseignement, c'est que même invisible, Prigojine est toujours au cœur de ce type de rencontre. Oui, et au regard du déroulé de la visite présidentielle, il semble qu'elle n'ait qu'un seul objectif, montrer qu'Evgueni Prigojine ne représente plus rien en Russie. D'abord le lieu, ça ne vous aura pas échappé, Saint-Pétersbourg. Alors certes, c'est la ville d'origine de Vladimir Poutine, mais c'est également celle d'Evgueni Prigojine. Là où le groupe Wagner, par exemple, avait installé son grand QG avec tous ses employés dans cette grande tour, là où résidait également le fondateur de la milice, on se souvient de ces images il y a quelques semaines de la perquisition de sa luxueuse maison à Saint-Pétersbourg, une humiliation publique. Ainsi, Vladimir Poutine veut montrer qu'il est le seul chef à Saint-Pétersbourg. Autre revers, Vladimir Poutine va même jusqu'à inviter à cette visite d'État des ennemis d'Evgueni Prigojine. D'abord, le maire de Saint-Pétersbourg. Regardez, Alexandre Beglov, le voici en compagnie des deux présidents. Evgueni Prigojine et lui se sont toujours détestés. Le patron de Wagner allant même jusqu'à le qualifier publiquement de criminel. Puis plus tard, Vladimir Poutine invite Ksenia Shoigu. La voici, la fille de Sergueï Shoigu, le ministre de la Défense russe. Avec les deux présidents, regardez, elle a visité un musée à Kronstadt. Là encore, c'est un pied de nez à Evgueni Prigojine. On se souvient de ses coups de sang, voire de ses insultes contre Sergueï Shoigu, lui reprochant d'être à l'origine de tous les maux de l'armée russe. Alors, troisième enseignement, c'est qu'on a vu un Vladimir Poutine inquiet pour son image. Oui, avec des scènes rares, même inédites, on peut le dire, Emmanuel. Vladimir Poutine en plein bas de foule dans les rues de Saint-Pétersbourg. On le sait pourtant, il déteste ça. Avec le président Loukachenko, ils se sont d'abord, regardez, invités à un mariage en prenant des photos avec les deux mariés. Puis le président russe est allé jusqu'à prendre dans ses bras des enfants, plusieurs même à tour de rôle. Il a ensuite enchaîné les photos avec les passants, se laissant toucher sans problème. On est loin du président russe qui refusait qu'on s'approche trop près de lui, qui impose une quarantaine de 15 jours pour quiconque le rencontre dans son palais du Kremlin. Vladimir Poutine veut désormais afficher de la proximité et il l'indique d'ailleurs à un journaliste quand la question lui est posée. Écoutez, c'est très rapide. Gros retournement de situation, effectivement. Quatrième enseignement, malgré la façade, Loukachenko reste le vassal de Vladimir Poutine. Oui, et une séquence furtive le prouve. Face caméra, lorsqu'Alexandre Loukachenko livre son analyse de la contre-offensive ukrainienne, il se fait alors immédiatement reprendre par Vladimir Poutine. Écoutez. Бездумная вот эта политика бросать неподготовленных людей
и наемников в пекло ни к чему не приведет. Но контрнаступления нет. Что дальше? Нет, оно есть, просто оно провалилось. Провалилось. Результатов нет. Cette petite réponse, elle n'est pas anodine parce que Poutine, en faisant cela, se gargarise d'avoir réussi à repousser la contre-offensive ukrainienne. Dans son narratif, dire qu'il n'y a pas eu de contre-offensive reviendrait à dire que les Russes n'ont remporté aucun succès sur le champ de bataille. Et ça, il n'en est pas question pour le chef du Kremlin. Alors, dernier élément, il est vassalisé au point qu'il aurait lui aussi commis des crimes de guerre pour le compte de Poutine. Quelles sont ces accusations? De quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit de déportation d'enfants ukrainiens en Biélorussie. On le sait, cela existe en Russie, ça a été documenté par de nombreuses organisations humanitaires. Et Alexandre Loukachenko lui-même confirme que des enfants ukrainiens ont bel et bien été emmenés sur le sol biélorusse. Nous avons commencé à les emmener ici. Nous aidons à améliorer leur santé et ils s'en vont. Mais en fait, ils ne veulent pas partir. Alors officiellement, les enfants ukrainiens sont emmenés dans des camps de vacances aux frais de Moscou. Mais officieusement, selon Pavel Latouchka, opposant biélorusse, ces enfants sont en réalité emmenés de force en Biélorussie pour y suivre un programme d'endoctrinement russe. 2100 jeunes Ukrainiens auraient ainsi été arrachés à leur famille du jour au lendemain, sans possibilité de revenir en Ukraine. Pavel Latouchka annonce détenir des preuves et les avoir transmises à la Cour pénale internationale. Les documents remis au procureur prouvent que Loukachenko a personnellement signé les papiers pour les déplacements de ses enfants. Alors si tout cela est confirmé, la Cour pénale internationale pourrait émettre un mandat d'arrêt international contre Alexandre Loukachenko, comme Vladimir Poutine, et pour les mêmes accusations. Merci beaucoup, Quentin. Et on en reparlera évidemment dans un instant, notamment avec vous, Mariana Perebeniesiuk. Vincent Hugeux, pour débuter, on pourrait passer toute l'émission à décrypter cette rencontre. Elle est passionnante. Prigojine, d'abord. Est-ce que Prigojine devient une obsession? Non, je sens que vous voulez parler d'autres choses. Si, absolument. Est-ce que ça devient une obsession? L'ISW, toujours très bien renseigné, le dit, c'est une préoccupation persistante du maître du Kremlin et on voit que c'est un filigrane dans cette rencontre. Oui, cette analyse est parfaitement convaincante, de même que le propos de Quentin à l'instant. Je voulais insister, comme lui d'ailleurs, sur la force du symbole. Il a fait mention de Kronstadt. Et pour vous montrer à quel point cette obsession reste permanente, il faut se souvenir que Kronstadt, c'était en fait c'est une île-forteresse qui se trouve en face de Saint-Pétersbourg et que ça a été le théâtre en 1921 d'une insurrection qui a été écrasée, insurrection anti-bolchevique de marins et de soldats russes, écrasée par le pouvoir soviétique. Franchement, le clin d'œil est suffisamment épais pour qu'on puisse le lire très simplement. À livre ouvert, ça veut dire regarder ce qui advient de ceux qui osent, en quelque sorte, se rebeller contre l'ordre légitime de la Grande Russie, comme de l'immense URSS d'hier. Donc ça, c'est vraiment une manifestation parmi d'autres de cette sorte d'obsession permanente. Et j'ajoute à cela un autre élément qui a également été abordé par Quentin à l'instant, c'est que, d'une certaine manière, la résurrection toute relative du vassal Loukachenko, elle n'est que le répondant mécanique de l'affaiblissement et de la fragilisation de Poutine lui-même. Et c'est à ce titre qu'il peut se prévaloir, par exemple, il le fait, à l'évidence, il s'est trouvé une sorte de vocation d'humoriste. Hein, il aime maintenant improviser des sketchs, comme il l'a fait tout à l'heure. Il y a une manière de dire, voyez, ne vous inquiétez pas, cher Vladimir Vladimirovitch, je les tiens à bonne distance. Et dernière remarque que je souhaite faire à ce propos, sur l'hypothèse d'une présence massive et durable de Wagner en Biélorussie. On peut émettre pas mal de doutes pour des tas de raisons, celles qui ont été abordées à l'instant, et puis une autre. J'ai visionné, comme vous peut-être, une vidéo de Prigojine qui date du 19, donc il n'y a pas très longtemps, où il disait, certes, nous allons rester un certain temps en Biélorussie. Il est à ce moment-là entouré de quelques centaines de ses combattants. Et puis ensuite, eh bien, nous allons nous redéployer et nous allons focaliser nos initiatives et nos activités sur le continent africain. Oui, alors cette vidéo est à peu près la seule d'ailleurs dont on dispose ces derniers temps. Il a été tellement disert pendant des mois et des mois que là, c'est le Kremlin, mon général, qui a le monopole de la parole, du narratif, comme il est convenu de dire aujourd'hui. Oui, alors il y a énormément, dans cette séquence, il y a énormément de choses à dire.
La première chose, c'est sur le dialogue Loukachenko-Poutine. Moi, je trouve que pour une fois, le vassal s'en tire pas mal. Il donne une leçon de stratégie, en fait, au président Poutine, d'une certaine façon. Alors, leçon ou pas leçon, peu importe. Mais la façon qu'il a de tenir la scène, en expliquant quelle est la stratégie, et en faisant répondre le président Poutine, c'est pas l'inverse. C'est Loukachenko qui le fait. Vous voulez dire. C'est Loukachenko qui le fait et l'autre lui répond. Alors le président Poutine, en plus, en fait trop. Il est complètement vachi sur son fauteuil, l'air de dire « je suis cool », mais on sent que c'est lui qui se laisse mener. Ça, c'est la première chose. Sur Wagner, je vais plus loin. La visio dont vous parliez, Vincent, parle de l'Afrique, mais parle aussi du fait qu'ils ne veulent plus se commettre dans l'offensive actuelle où il se passe des choses horribles, mais qu'on se tient prêt pour agir autrement. Et ça, c'est quand même une menace, d'une certaine façon, qui reste pendante. Et Loukachenko, là, dit attendez, ils ont mauvais caractère, ils sont pas contents, mais je les tiens. Mauvaise humeur. Mais c'est moi qui les tiens. Donc, je vous garantis d'une certaine façon. Donc, ça, c'est pour le dialogue entre les deux. Maintenant, sur le sketch du bain de foule, c'est assez comique. Quand on regarde bien, en fait, il y a un cercle de garde du corps autour, et de temps en temps, ils amènent quelqu'un pour prendre la photo. Donc, est-ce que ce sont des touristes? Est-ce que ce sont des acteurs? Est-ce que on ne sait pas? Mais en tout état de cause, c'est absolument pas naturel. On le voit à chaque fois, on lui amène les gens, puis ça repart. Il y a même un moment où c'est très drôle, il est tout seul et il a l'air de dire « amenez-moi quelqu'un, parce que là, ça ne fait pas sérieux. J'ai que les gardes du corps autour de moi. » Donc voilà, c'est... Et sur l'affaire de Kronstadt, je suis tout à fait d'accord avec le rappel historique que vient de faire Vincent. Parce que c'est effectivement, d'abord pour la sécurité, c'est bien d'être à Kronstadt. Je rappelle que pour aller de Saint-Pétersbourg, il n'y a qu'un itinéraire, donc il peut être bien gardé et il n'y a pas de problème pour le garder. Donc c'est un bain de foule très relatif à cause du filtrage qu'on fait pour que les gens y arrivent, et ensuite à cause du filtrage qu'on fait autour du président. Mais moi, j'ai été frappé surtout par l'attitude de Loukachenko qui essaye de montrer que c'est lui qui est à la manœuvre. Et donc, d'une certaine façon, ça renforce la position perceptible par certains, pas pour tout le monde, mais par certains, de la faiblesse de Poutine en ce moment. Il a besoin de montrer qu'il est près du peuple, d'où la séquence là, et il a besoin de montrer que Loukachenko, qui est venu à Saint-Pétersbourg, est son vassal, sauf que Loukachenko lui montre que la manœuvre stratégique, c'est un peu lui qui l'a entre les mains. Alors, autre symbole, et vous le voyez en ce moment à l'image, c'est évidemment l'Église orthodoxe. On voit d'ailleurs le patriarche Kirill qui est à leur côté. Il y a ce bain de foule, peut-être cette phrase qui vous a écorché les oreilles, Mariana, quand on lui dit « et la quarantaine alors ?» et qu'il répond « les gens sont plus importants ». Toujours, hein. Toujours, pour le régime russe, comme pour le régime soviétique, comme pour le régime tsariste avant lui, les hommes sont les plus importants. Alors, c'est vrai que ce que nous voyons, c'est vraiment tout un programme entier de la propagande, mais je serais vraiment d'accord avec Général Trancan, ça doit servir probablement les intérêts de la présidence russe, mais cela ne sert pour l'instant que les intérêts de la présidence biélorusse, parce que rien que déjà qu'on aurait fait une si longue visite pour le président biélorusse, alors que nous savons très bien tous comment Vladimir Poutine a l'habitude de traiter ses vassaux. En gros, il les part quelque part, il peut les faire attendre 6, 7, 8 heures sans boire, sans manger, sans bouger, jusqu'à ce qu'ils viennent. Et là, Vladimir Poutine, en personne, il offre un tel voyage, une sorte de voyage de noces à son ancien vassal. Déjà, c'est à se poser la question pourquoi. Alors qu'ils sont mariés depuis longtemps. Et la deuxième chose, je suis encore une fois d'accord avec Général Trancan, cette scène, cet échange est d'une violence inouïe pour Vladimir Poutine. Imaginez-vous bien, Vladimir Poutine se sent mal à l'aise parce qu'il a été défié par un de ses chefs de guerre. Parce qu'il n'a pas pu contenir, parce que personne en Russie, l'armée, ni les services n'ont pas pu contenir ce chef de guerre dans sa marche vers Moscou, vers la capitale. Ils sont parvenus jusqu'à la capitale. Et là arrive Loukachenko, tel un clown comme ça, en faisant des sketchs, très content de lui. Il dit « Bon, vous et toute votre machine d'État n'a pas pu contenir ces gars, mais moi je les tiens bien, vous inquiétez pas. » Pour vous, c'est ça, le filigrane, c'est ça. C'est qu'il se rebiffe. Il se rebiffe, Loukachenko, d'une certaine façon. Mais complètement.
D'accord. Bon, alors intéressant votre avis aussi, Guéric Poncet. Et puis on va rajouter ces deux symboles malgré tout, parce que le filigrane, Quentin Bérychel en a parlé. On a Ksenia Shoigu, la fille bien sûr. du ONI, ministre de la Défense ONI par Prigojine, et puis le gouverneur de Saint-Pétersbourg, Beglov, deux personnages très intéressant dans ce qu'ils contiennent de symboles. Bien sûr, c'est le symbole aussi, évidemment, pour énerver Prigojine, qui, dans ses messages, citait 10 fois par jour Shoigu comme la source de tous les problèmes de l'armée russe sur le front. Donc, évidemment, le fait d'inviter sa fille et d'afficher les deux dirigeants avec sa fille, c'est tout un symbole. Sur la place de Wagner, aujourd'hui, je pense qu'ils peuvent plus être une menace militaire dans l'immédiat, puisque leurs armements lourds, leurs blindés ont été rendus à l'armée russe en partie ou en quasi-totalité. Peut-être qu'on assiste à la transformation de Wagner en menace plus politique ou géopolitique, dans le sens où ils peuvent désormais nuire aux intérêts russes à l'étranger comme à l'intérieur de la Russie, sur le plan de l'opinion publique ou sur les manœuvres qu'ils peuvent mener par exemple au Mali. Et puis sur la présence de Vladimir Poutine dans ce bain de foule, c'est complètement fou. Enfin, on lui met des enfants dans les bras, il sait pas vraiment quoi en faire. Enfin voilà, on sait qu'il déteste ça, le contact physique, il est phobique du Covid et des maladies. Enfin, voilà, par contre, il adore les enfants. Il est même connu avoir eu des comportements très très limites avec les enfants lors des bains de foule par le passé, allant jusqu'à embrasser des bambins dans le ventre. Donc là, franchement, il essaie de renouer. Ça, c'était il y a longtemps, parce que ces dernières années, on l'a vu approcher personne. Il essaie de renouer, en effet, dans cette tentative désespérée, il essaie de renouer avec son image d'avant. Alors, oui. En tout cas, pour Loukachenko, qui était quasiment donné pour mort au mois de mai, lors des défilés sur la place rouge, où il n'arrivait pas à tenir debout, on le voyait à peine à côté de Poutine. Là, c'est la résurrection, c'est complètement fou. C'est le retour en grâce. Bref, remarque sur le bain de foule quand même, pour rappeler que cet exercice, si artificiel soit-il, n'est pas tout à fait inédit. Alors bien sûr, la manœuvre à la finesse d'un cap de marine, mais la ficelle, mais il se trouve que, voilà, un peu moins d'un mois, c'était le 28 juin, à Derbent, au Daghestan, il s'était livré à un exercice analogue, ce qui laisse à penser qu'il y a une sorte de virage stratégique en termes de communication qui a été opéré par le Kremlin, parce qu'on avait senti à quel point cet éloignement, par contraste avec la proximité d'un Volodymyr Zelensky qui va au front auprès de ses troupes, pouvait être préjudiciable à l'image d'un président de plus fragilisé par le défi avorté de D'autant Prigojine. plus que Prigojine, lui, il s'est offert un bain de foule à Rostov à l'époque. Et même quand on connaissait déjà que le coup d'État était avorté, ça n'a pas empêché les habitants de Rostov de sortir dans la rue et de l'acclamer malgré tout. Oui. En tout cas, cette question de la popularité se pose après 1 an et demi de conflit. Pour l'instant, on ne peut pas dire qu'il se l'était beaucoup posé. Là, il y a une vraie volonté. C'est diffusé évidemment en direct à la télévision. C'est extrêmement retransmis, ce que l'on voit. C'est conséquence directe aussi de la rébellion Prigojine. Oui, non mais tout à fait. Il y a vraiment une manœuvre de communication. Alors nous, on la décrypte comme ça. Je ne suis pas persuadé que les Russes qui regardent la télévision d'État la décryptent de la même façon. Mais nous, on en voit toutes les grosses ficelles, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a une volonté dans la communication de changer la perception pour faire... miroir à cela, lorsque le pont de Kerch a été attaqué, moi j'ai été frappé, le président Poutine ne parlait que d'une chose, il parlait des touristes. Il ne parlait pas du tout de la guerre, il ne parlait pas de la logistique, rien du tout. Il ne s'intéressait qu'aux gens. Vous voyez, il s'intéresse aux gens, c'est important. Les gens d'abord. Ils allaient en vacances, donc on va vous indiquer un itinéraire bis, vous voyez, parce que le pont de Kerch, donc il faut passer par le haut. C'était quand même frappant. On se disait, il va peut-être parler, non. Alors, ça n'empêche pas, après, une réaction brutale, parce que c'est son pont, son bijou, et qu'il est très vexé que ce pont ne puisse pas être utilisé, d'autant que peu de temps après l'attaque, il a été de nouveau interdit. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment un fil qui n'est pas très solide là, et ça l'agace beaucoup. Mais peu importe, à chaque fois, on le voit qu'il s'intéresse aux gens, parce qu'il s'est bien rendu compte qu'au moment de l'affaire Prigojine, il se retrouvait un peu seul et il a besoin que le peuple russe le soutienne. Bon, en tout cas, la question c'est les Wagner en Biélorussie. Qu'en sait-on de ces miliciens qui, vous l'avez rappelé, ont laissé leurs engins lourds, sont donc
théoriquement dans un camp qui est dans le centre du pays, qui a été rénové pour eux ces derniers temps. Combien sont-ils? Est-ce qu'on sait même si Prigojine est sur place? On a tous vu, effectivement, Vincent Hugeux en parlait tout à l'heure, cette petite vidéo où on voit Prigojine. On est obligé presque de le cercler de rouge pour être sûr qu'il s'agit bien de lui. On va revoir cette vidéo dans un instant. Qu'est-ce que l'on sait de Wagner en Biélorussie? Pas grand-chose, hein, effectivement. On sait qu'a priori, quelques centaines ou quelques milliers de combattants sont entrés en Biélorussie, effectivement. On sait qu'ils n'ont pas emmené leurs armements les plus lourds, comme vous l'avez dit, mais on ne sait pas exactement à quoi ils occupent leur journée aujourd'hui. Hein. Est-ce qu'ils aident l'armée biélorusse à se former? Est-ce qu'ils partagent des connaissances? C'était ce qui faisait partie du deal, a priori. Mais il y a évidemment d'énormes tensions au sein de tout ça. Alors peut-être qu'il n'y a absolument aucune interaction entre les combattants de Wagner et l'armée biélorusse. Bon. Ce que l'on sait à coup sûr, c'est que l'essentiel du contingent semble avoir été cantonné donc dans cette base d'Assipovichi, hein, là où d'ailleurs Prigojine s'est exprimé la dernière fois. Et des images satellitaires de la société Maxar montrent effectivement l'absence d'armements lourds, comme Guéric le soulignait, et la présence en revanche de centaines de véhicules légers ou de petits camions et d'environ une trentaine de semi-remorques. Voilà ce qui a pu être en tout cas repéré. C'est négligeable. Alors, en termes de force militaire, c'est négligeable quand Loukachenko dit il voudrait aller vers la frontière polonaise, ils sont de mauvaise humeur, ils ne représentent pas grand-chose. Oui, mais alors il y a deux vidéos de communication aussi qui rentrent dans le cadre de la communication de Wagner. La première où on les voit, j'allais dire de façon assez grotesque, monter à l'armée biélorusse comment tenir une arme. Donc ça n'allait pas très loin sur le plan de la formation. Et la deuxième, peut-être s'était-il rendu compte que c'était un peu grotesque, qui était avec les forces spéciales, où là on les montre avec des choses un peu plus sophistiquées, des drones, l'évacuation de blessés, enfin un certain nombre d'actions comme ça. Donc on voit qu'il y a une interaction, mais ça peut être une vingtaine d'hommes, hein, peut-être pas plus. Hein. Donc pour résumer, en fait, les troupes Wagner en Biélorussie, pour l'instant, se plient à l'exercice des communications au profit, là encore une fois, au profit du président Loukachenko. Et donc, c'est ça, in fine, ce qui est très intéressant, c'est que, tout le monde est maintenant au service des communications du président Loukachenko tout d'un coup, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que du côté de Kremlin, c'est quand même le président lui-même qui vient, qui reçoit Loukachenko, qui le promène. C'est tout au plus s'il ne lui offre pas des fleurs. Mais du côté de Prigojine, on laisse quelques soldats faire quelques reportages pour la télé locale. Prigojine lui-même, il ne se prête pas à ce genre d'exercice, il ne se met pas en scène au profit de Loukachenko, alors qu'on l'attendait à un moment donné lors de son arrivée en Biélorussie, mais apparemment il avait refusé qu'on le mette en scène ainsi et profiter ainsi au président Loukachenko ou de se rabaisser. Alors, méfions-nous, puisque vous évoquiez en préambule, Emmanuel, les menaces qui pèsent éventuellement sur Loukachenko en termes de justice internationale, pourvu qu'elle existe. Parlons des enfants. N'oublions pas que cette bonhomie un peu forcée de Loukachenko ne doit pas nous fourvoyer. C'est un personnage dont le dossier d'instruction en matière de violation des droits humains et des droits politiques est extrêmement lourd. Je ne citerai que quelques exemples récents. Parce qu'on pourrait remonter à la décennie 90 où déjà il faisait appel à des officiels russes pour étouffer le Parlement et donc conforter son pouvoir personnel et autocratique. Les répressions évidemment massives des manifestations après le scrutin frauduleux d'août 2020, 35 000 arrestations quand même. Et puis deux cas que je juge utile de souligner, en passant sur cette scène où il arrive au palais présidentiel en hélicoptère, gilet pare-balles, Kalachnikov en bandoulière avec son fils Kolia pour marquer son autorité. D'abord l'arrestation de l'opposant Roman Protasevich après le détournement d'un vol de la compagnie Ryanair, ça s'appelle de la piraterie en droit international. Bon. Et puis ensuite la liquidation de certains opposants, et l'un notamment qui s'appelait Vitaly Tchitchov, qu'on a retrouvé pendu dans un parc Oussa à Kiev, et qui a vraisemblablement été exécuté sur ordre des services KGB, car le KGB s'appelle encore ainsi à Minsk. En Biélorussie et non pas le FSB comme de l'autre côté de la frontière. D'ailleurs, dernière question, Mariana Perebenichuk, sur le sort de ces enfants qui ont été déportés. Donc, pourquoi est-ce qu'on apprend qu'aujourd'hui on a tant parlé des enfants qui se sont retrouvés en zone russe, beaucoup moins de la Biélorussie ?
C'est un sujet extrêmement difficile, très douloureux aussi, mais surtout, l'échelle du désastre, si vous voulez, est telle qu'il est parfois, souvent, difficile de retrouver déjà les enfants, précisément parce qu'ils ont été kidnappés des zones occupées. Parfois, leurs familles peuvent être tuées, donc il n'y a personne pour donner l'alerte et aller chercher les enfants. Ça, c'est le premier cas de figure. Et aussi les cas de figure, on sait très bien que toutes les communications sont extrêmement contrôlées dans les territoires occupés, et donc les gens ont très peur et évitent de communiquer avec le territoire libre, de peur d'être arrêtés et de peur de représailles. Donc parfois, les familles qui restent dans les territoires libres ne savent même pas qu'il y a un problème avec leurs proches, ou ils ne savent pas que, par exemple, les membres de leur famille sont morts et les enfants ont été kidnappés. Donc à chaque fois, malheureusement, il y a des histoires qui donnent de l'espoir quand on récupère les enfants, quand on arrive à les récupérer, ou quand du moins on arrive à retrouver leurs traces. Mais par la suite, il faut comprendre qu'il est encore trop tôt pour faire vraiment le bilan, pour tirer le bilan du fait que vraiment il faut chercher les enfants un par un, et en plus il y a aussi des enfants qui ont été tués par les frappes russes. Beaucoup d'enfants ont été tués comme des adultes, donc il est difficile de savoir ceux qui ont été kidnappés et ceux qui ont été tués. Le long travail pour documenter cette guerre